Bienvenue à cet atelier du NPA Jeunes Révolutionnaires dans le cadre de notre week-end de formation de mars 2025. Aujourd'hui, on va traiter de la question du front unique et de sa formulation par Lénine et Trotsky au début des années 20 et ses suites. Le front unique, si vous êtes venus, c'est sans doute que vous avez déjà entendu parler de cette notion quelque part. Il faut dire qu'elle est un peu commune à tout un ensemble d'organisations du mouvement ouvrier. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup encore aujourd'hui, notamment dans les organisations d'obédience trotskistes ou affiliées, mais qu'on retrouve un petit peu à toutes les sauces. Le front unique, c'est-à-dire l'idée entre révolutionnaires de chercher, là où c'est possible, des alliances avec des courants réformistes ouvriers, se retrouve utilisé à toutes les sauces pour justifier, y compris tout type d'alliance électorale. Vous vous rappelez peut-être, pour celles et ceux qui s'en rappellent, que le NPA, l'anticapitaliste, utilise cette notion pour justifier des alliances avec la France insoumise, notamment dans le cadre du nouveau Front populaire. Ça, c'est un petit peu d'où ça peut nous venir en tête, mais le front unique, c'est évidemment bien plus que ça. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir qu'est-ce que c'est effectivement que le front unique, comment est-ce que ça a été formulé, d'où est-ce que ça vient, en fait. Et de manière générale, ça va surtout être une discussion sur qu'est-ce que les révolutionnaires cherchent ou pas comme forme d'unité d'action avec d'autres courants ouvriers, qu'on va qualifier de réformistes pour aller vite. Pourquoi est-ce qu'on recherche cette unité d'action ? En fait, on la recherche parce qu'on vise, dans la lutte, à réaliser l'unité de la classe ouvrière, qui est une condition nécessaire pour que celle-ci prenne son sort en main. Marx, ici présent, dans le manifeste du Parti communiste, il emploie une phrase qu'elle aussi on retrouve un petit peu utilisée à toutes les sauces, celle que les communistes n'ont pas d'intérêt distinct du reste du mouvement ouvrier, c'est-à-dire que les communistes, ils œuvrent pas pour les intérêts spécifiques du Parti communiste, voilà, ils sont pas là juste pour construire un parti qui s'appelle le Parti communiste, qui aurait le droit de vie ou de mort sur le sort et la destinée de la classe ouvrière, mais bien que les communistes, ils doivent en permanence poser leur réflexion sur les intérêts généraux de la classe ouvrière et qui doivent les pousser, même quand ces intérêts ne coïncident pas forcément directement toujours avec l'objectif de la révolution. C'est pour ça que nous, NPA révolutionnaires, mais nous ne sommes pas les seuls, on se bat pour des augmentations de salaire, la réduction du temps de travail, qui ne sont pas en soi des objectifs révolutionnaires, mais qui correspondent à un moment donné aux aspirations de notre classe et qui lui permettent de gagner en conscience et en confiance. Donc, on va un petit peu revenir sur le contexte du début du Front unique. En réalité, on va voir que Marx, par exemple, il ne parle pas de Front unique dans les termes que posent Lénine et Trotsky, parce que eux, ils réfléchissent à cette question de l'unité d'action de la classe ouvrière dans un contexte qui est très précis. Alors, qu'est-ce que c'est que ce contexte ? L'Europe, au début des années 20, elle sort à peine de la Première Guerre mondiale et de son cortège de boue, de larmes et de sang. Et l'Europe, elle accouche d'une vague révolutionnaire comme le monde n'en a jamais connue. La prise de pouvoir par le prolétariat russe suscite l'espoir de toute une génération et les soulèvements ouvriers, à ce moment-là, ils submergent tant la Finlande, la Pologne que l'Ukraine, la Hongrie, ainsi que l'Allemagne, l'Italie, des grèves qui se développent en France et en Angleterre. Pour tout le monde, l'heure, et y compris pour la bourgeoisie, est à la révolution mondiale. Mais cette vague révolutionnaire, elle se heurte au mur, et c'est un gros mur, de la social-démocratie européenne et de ses syndicats dits réformistes. Autrefois, c'était des partis ouvriers marxistes et des syndicats combatifs. C'était des puissantes organisations ouvrières de masse dans lesquelles de nombreux révolutionnaires se sont formés, comme Lénine ou Rosa Luxembourg. Mais ces organisations, elles engagent le combat contre toute tentative de prise de pouvoir du prolétariat. Pour ces organisations qui ont en quelque sorte été fondées en temps de paix et de développement pacifique
du capitalisme, si on passe totalement sous silence la question des colonies et de la répression, le prolétariat européen, il n'a pas besoin, pour ces organisations, de faire comme les Russes, en établissant sa dictature. La social-démocratie, elle ne se bat pas pour la dictature du prolétariat, mais pour la démocratie du peuple, dans lequel le prolétariat, qui est après tout majoritaire dans les grandes puissances européennes, contrairement à la Russie, pourrait prendre le pouvoir par les voies institutionnelles, c'est-à-dire les voies électorales. Pour éviter la guerre civile, les dirigeants sociodémocrates vont user de leur influence dans la classe ouvrière pour canaliser l'essor révolutionnaire des conseils ouvriers qui se développent à ce moment-là dans toute l'Europe, avant d'armer des troupes de choc pour écraser dans le sang les faibles organisations communistes qui sont en train de se constituer. Ainsi, en Allemagne, le ministre de l'Intérieur et social-démocrate Noske déclare, je le cite, « Quelqu'un doit être le chien sanglant, cette responsabilité ne m'effraie pas », avant de lancer des bandes d'officiers d'extrême droite, les corps francs, assassiner Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, les principaux dirigeants du jeune KPD, donc Parti communiste d'Allemagne. Ça, c'est en janvier 19. Le ralliement de la social-démocratie à la bourgeoisie, qui avait déjà été engagé au début de la guerre mondiale, oblige les communistes à construire leurs propres organisations pour défendre leur politique dans la classe ouvrière. Dans cet objectif, les bolcheviks, qui ont porté la classe ouvrière au pouvoir en Russie, prennent l'initiative de convoquer une nouvelle internationale en mars 1919. Il s'agit alors de provoquer des scissions dans le mouvement ouvrier européen, de constituer des organisations communistes en se séparant de ces organisations social-démocrates qui trahissent de manière assez éhontée la révolution mondiale, c'est-à-dire de planter le drapeau rouge et dresser une perspective pour tous ces groupes d'extrême gauche qui sont isolés et marginaux à ce moment-là dans la classe ouvrière, mais qui cherchent quand même à s'orienter dans le feu révolutionnaire. Un an plus tard, l'internationale communiste, elle est, comme qui dirait, en 1920, devenue à la mode. L'élargissement, l'approfondissement de la révolution européenne, les trahisons de la social-démocratie entraînent des masses d'ouvriers toujours plus importantes dans les rangs de l'internationale communiste. Des organisations de masse réparties dans 37 pays, comme le Parti socialiste italien, le Parti social-démocrate indépendant allemand, le Parti socialiste français, demandent à devenir des sections de l'internationale communiste. La division du mouvement ouvrier, elle est définitivement consommée. Il y a deux partis qui organisent les ouvriers. Il y a les sociodémocrates à droite, les communistes à gauche. Cet accroissement irrésistible des effectifs communistes, il ne va pas signifier une victoire directe ou facile de la révolution. En réalité, même la vague révolutionnaire, elle commence déjà à faiblir en fin 1919, début 1920. La grève générale en Allemagne, notamment de 1920, elle ne réussit pas à prendre le pouvoir. La République des conseils de Hongrie, comme bavaroise, sont écrasées. Et l'avancée de l'armée rouge est stoppée à Varsovie. Le capitalisme, il reprend des couleurs et il se stabilise, comme le présente Trotsky devant le 3e congrès de l'internationale communiste en 1921. Là aussi, je le cite. En 1919, nous disions « c'est une question de mois ». Aujourd'hui, nous disons « c'est peut-être une question d'années ». Donc, il va y avoir de nouveaux débats stratégiques au sein de l'internationale communiste. Parce que cette relative stabilisation du capitalisme pose un certain nombre de problèmes politiques. Il apparaît évident que les seules forces communistes n'ont pas les moyens de prendre le pouvoir par elles-mêmes. Les partis qui vont d'ailleurs le tenter vont s'y casser les dents, comme on va le voir en Allemagne. De plus, la bourgeoisie profite de la situation pour contre-attaquer. Baisse de salaire, licenciement, lockout. La classe ouvrière, elle est sur la défensive et elle cherche en réalité non pas les moyens de prendre le pouvoir, mais simplement de résister à la vague du rouleau compresseur patronal. Une autre donnée notable, c'est le développement de différentes formes de sociodémocrates de gauche, comme en France ou en Allemagne. Ces organisations qu'on appellerait aujourd'hui centristes, mais qui étaient déjà appelées comme ça, centristes à l'époque, comme les sociodémocrates indépendants allemands, oscillent entre réforme et révolution. Sous la pression des masses ouvrières qui cherchent à se battre et qui regardent du côté de l'internationale communiste, il y a des pans entiers de la social-démocratie qui se positionnent en faveur de l'union avec les communistes. Pour Lénine ou pour Trotsky,
Il est vital de gagner ces masses ouvrières et ces cadres ouvriers qui sont en fait sincèrement révolutionnaires en les extirpant de l'influence des dirigeants sociodémocrates confus ou opportunistes. Mais pour ça, il ne suffit pas d'avoir la bonne propagande ou les bonnes idées. Il faut également que ces jeunes organisations communistes, elles se libèrent de leurs orientations gauchistes qui les entravent depuis leur naissance afin de trouver le chemin vers les masses ouvrières. Alors, qu'est-ce que c'est et d'où viennent ces fameuses orientations gauchistes ? Bon, en fait, les jeunes partis communistes européens, ils sont formés à une période où c'était des manifestations de rue, des insurrections à tous les carrefours. Et ils sont formés en but à la répression patronale et la répression militaire. Ils sont majoritairement composés de jeunes ouvriers ou intellectuels qui n'ont pas ou peu milité dans la social-démocratie d'avant-guerre. Tout ce qu'ils connaissent de l'action politique, c'est les barricades et la trahison des chefs sociodémocrates ou syndicaux. Ainsi, par exemple, lors de la fondation du Parti communiste en Allemagne, la majorité du parti rejette la participation aux syndicats. C'est-à-dire qu'on ne va pas militer dans les syndicats pour essayer d'y développer une influence communiste ou de se battre pour les intérêts des travailleurs, alors qu'au moment où justement les syndicats grossissent de plus de 5 millions de membres en Allemagne, sachant que c'était déjà des grosses machines, les syndicats sociodémocrates. Ils refusent aussi de participer aux élections, en disant qu'il n'y a pas besoin de la tribune électorale ou de la tribune parlementaire. Leur tribune, c'est la rue, c'est les manifestations et c'est le fusil. Une telle orientation, couplée à l'idée que le pouvoir est, comme dirait quelqu'un d'autre, au bout du fusil, et qu'il suffit de prendre celui-ci, marginalise les communistes. Les principaux cadres ouvriers d'Allemagne, ils restent dans les rangs de la social-démocratie indépendante, centriste donc, parce qu'ils sont horrifiés par l'esprit putschiste et sectaire du Parti communiste. Vous imaginez, vous êtes 50 000 communistes à peine, vous êtes que des jeunes, vous n'avez pas de position dans les syndicats, vous n'avez pas d'influence dans la classe ouvrière, par contre vous vous dites « ouais, on va prendre le pouvoir avec des fusils ». Bon, bah en fait, non. Et donc, quand toi, t'es un cadre ouvrier, un tant soit peu responsable, et que tu vois ces gars-là s'agiter dans la rue, tu te dis « bon, bah je ne vais pas travailler avec eux, parce que si je les suis, je vais perdre toute influence dans les syndicats, et je ne pourrai rien faire ». Et c'était pas totalement faux. Pour justifier leur politique qui est déjà mortifère pour le mouvement communiste, les gauchistes, ils prétendent suivre l'exemple des communistes russes. Après tout, les communistes russes, est-ce qu'ils n'ont pas dissous, eux, l'Assemblée constituante, l'Assemblée bourgeoise, au profit des soviets, les conseils ouvriers ? Est-ce qu'ils n'ont pas pris le pouvoir avec des fusils dans une insurrection et organisé les ouvriers dans des soviets plutôt que dans des syndicats ? Bon, en réalité, ils n'ont pas compris grand-chose à la révolution russe. En même temps, ils ne l'ont pas vécu et c'était quand même très proche. Et Lénine va profiter du 2e congrès de l'Internationale communiste pour essayer de convaincre ces militants gauchistes, qui jugent sincères, jeunes, un peu bêtes, mais quand même sympathiques, de la nécessité de s'adresser aux masses par une politique de front unique. Le mot n'est pas encore utilisé, mais il y a déjà ça en germe. Les bolcheviks, ils ont déjà eu à appliquer celle-ci. Et l'exemple russe, il est d'autant plus attrayant pour les gauchistes que les Russes, c'est quand même les seuls à avoir réussi à prendre le pouvoir. Donc, c'est un vrai argument d'autorité. Mais dans quel contexte est-ce que les bolcheviks, ils ont mené une politique de front unique ? Tout d'abord, il est important de se rappeler que pour avoir une politique de front unique, il faut déjà qu'il y ait division du mouvement ouvrier, et notamment du mouvement social-démocrate, donc du mouvement révolutionnaire marxiste. Et en fait, le mouvement ouvrier social-démocrate russe, il a déjà connu une scission. Et il l'a connu bien avant les autres partis européens, puisque dès 1903, il y a la scission entre les bolcheviks et les mencheviks. Et dès 1905, il y a une révolution en Russie. Donc toutes les pièces du puzzle sont là pour que les Russes ils fassent un certain nombre d'expériences que les autres feront beaucoup plus tard, plutôt en 1918-1919. Les bolcheviks, ils ont donc construit leur parti avant l'éclatement de la Première Guerre mondiale. La révolution de 1905, comme celle de 1917, elle a mis sur le devant de la scène des soviets, donc des conseils ouvriers. Les syndicats, eux, ils étaient interdits. Donc les ouvriers, pour organiser leur grève, ils se réunissaient dans des conseils avec des délégués et ils organisaient leur bail. Donc les soviets, c'est quand même des organes de front unique par excellence, puisqu'ils réunissent les différentes fractions du mouvement ouvrier pour organiser la grève, puis évidemment pour organiser le pouvoir. À l'intérieur des soviets, les bolcheviks ils se confrontent aux autres forces socialistes, devant l'ensemble des travailleurs, tout en collaborant sur des questions de ravitaillement, l'organisation de grève, de la réorganisation du travail dans les usines.
Les bolcheviks, ils ont notamment mené une politique de front unique contre la tentative du coup d'État du général Kornilov en août 1917. À ce moment-là, ce gars-là, il essaye de massacrer les soviets. Les organisations ouvrières, tant bolcheviques que socialistes dites modérées, les bolcheviks et socialistes révolutionnaires, et les bolcheviks, au lieu de se dire c'est juste un général bourgeois, de toute façon il y a déjà un bourgeois à la tête du pays, c'est qu'un combat entre bourgeois, on s'en fout, ils décident d'organiser la lutte pour la défense de Petrograd et ils proposent cette politique à l'ensemble des organisations ouvrières. Et ils mettent toute leur force et leur influence dans cette lutte. Il n'est pas question là de révolution socialiste, seulement de la défense du gouvernement démocratique, bien bourgeois et répressif, mais démocratique, de Kerensky. Mais cette orientation, elle permet de mobiliser l'ensemble des ouvriers de Petrograd. Il s'agit pour les bolcheviks non pas de défendre la démocratie bourgeoise, c'est-à-dire Kerensky, contre Kornilov et le militarisme, mais bien de combattre Kerensky en s'opposant à Kornilov. Le mot d'ordre, c'est défense de Petrograd, pas de Kerensky, d'une certaine manière. L'expérience de la lutte et de ses suites vont permettre aux bolcheviks de gagner la majorité du prolétariat de Petrograd. En effet, alors que les bolcheviks proposent aux autres socialistes de profiter du recul de la réaction de la contre-révolution bourgeoise pour mettre en place un gouvernement socialiste soviétique, c'est-à-dire basé sur les soviets, dans lesquels les bolcheviks constitueraient ce que Lénine appelle une opposition loyale, sous-entendu « on ne tentera pas de coup d'État contre votre gueule », les mencheviks et les socialistes révolutionnaires, au lieu de chercher une alliance avec les autres ouvriers et les socialistes en disant « bah oui, on va constituer un pouvoir ouvrier », ils décident de réinviter des ministres bourgeois dans l'appareil d'État et le gouvernement. Ça, pour Lénine, ça va dire, ok, il n'y a pas de raisonnement possible avec ces gens-là, on est les seuls à porter la question du pouvoir ouvrier, donc on prépare l'insurrection. Je passe à la question de l'insurrection en Russie. Mais à travers cet exemple de la politique menée par les bolcheviks, là, Lénine, il interpelle dans son ouvrage « La maladie infantile », le gauchisme, la maladie infantile du communisme, il interpelle les délégués gauchistes pendant le 2e congrès de l'Internationale, grosso modo en leur disant est-ce qu'on avait raison ou pas de faire ça ? Est-ce qu'on avait raison de défendre un peu la démocratie bourgeoise face à la dictature ? Est-ce qu'on avait raison ou pas de proposer une alliance avec les autres forces socialistes contre une tentative de coup d'État, ou avions-nous tort ? Aurions-nous dû profiter que Kornilov attaque Petrograd pour nous-mêmes attaquer Petrograd ? Et ces arguments, ils portent un petit peu. Mais évidemment, la politique du Front unique, elle n'est pas exclusivement russe. Les bolcheviks, ils trouvent par exemple comme partenaire la majorité de la direction du Parti communiste allemand à travers des figures qu'on ne va pas expliciter, mais Paul Lévy, qui est le dirigeant du KPD à l'époque, et Clara Zetkin, que vous connaissez peut-être dans son rôle de la fondation de l'internationale ouvrière, l'internationale des ouvrières femmes. Ces dirigeants, ils sont confrontés à la prolifération d'éléments gauchistes dans leur parti, qui pose un certain nombre de problèmes politiques, vous vous en doutez. Ainsi, alors qu'il y a en Allemagne, comme en Russie, une tentative de coup d'État militaire en mars 1920, un gars qui s'appelle Kapp, on s'en fiche, il tente un coup d'État, les gauchistes, ils réussissent à faire publier par l'organe de presse central du Parti communiste un communiqué mettant au même niveau dictature et démocratie bourgeoise. Et ils disent aux ouvriers, ce n'est pas votre combat, ne sortez pas dans la rue, ne faites pas grève. Vous voyez le petit problème. Les ouvriers, donc, ils n'ont pas à se battre contre la dictature, tant pis, au moment même où, en fait, c'est la grève la plus importante de l'histoire de l'Allemagne qui est en train de se développer. Le Parti communiste, étant, il faut le dire, à la ramasse, c'est un dirigeant syndical réformiste, le gars le plus à droite de tous les réformistes, qui va organiser la lutte contre l'armée et réussir, malgré la constitution d'une forme d'armée rouge dans la Ruhr, qui montrait quand même l'essor révolutionnaire, à canaliser les ouvriers à la simple défense de la République. Mais bon, malgré cet échec, l'agitation ouvrière dans cette séquence va avoir comme conséquence le renforcement de la gauche social-démocrate, qui va se rapprocher de plus en plus, non pas du KPD, mais de l'internationale communiste. Bah oui, ils voient des espèces de sectaires bizarres à côté d'eux, ils préfèrent directement aller parler à Lénine et Trotsky, d'une certaine manière. Pour les dirigeants du KPD, comme pour l'exécutif de l'internationale communiste, et par exemple Lénine, il faut gagner ces centaines de milliers d'ouvriers conscients, tout en faisant attention à ne pas intégrer leur chef,
qui sont des gars comme Kautsky ou Bernstein, que vous avez peut-être déjà vu, mais grosso modo des gens qui disent la révolution oui, mais pas trop, ou qui disent carrément la révolution non. Donc oui, il faut intégrer tous ces bon, on parle de 500 000 ouvriers sociodémocrates indépendants, donc vous voyez quand même un niveau, aujourd'hui on n'a pas ça par exemple, on aimerait, mais il faut les intégrer, mais si on peut ne pas avoir Kautsky et Bernstein avec, c'est bien. Donc, lors du 2e congrès de l'Internationale communiste, auquel certains dirigeants du Parti social-démocrate indépendant demandent leur affiliation à l'Internationale communiste, celle-ci leur demande d'accepter 21 conditions. Alors, c'est pas juste à ces dirigeants-là, mais c'est en fait à tous ceux qui souhaitent intégrer, notamment le Parti socialiste italien, le Parti socialiste français et compagnie et compagnie. Ils leur demandent d'accepter 21 conditions. Alors, c'est quoi ces conditions ? Par exemple, il y a la nécessité de construire un appareil illégal et clandestin. Il y a la mise en place de propagande dans l'armée, d'exclure des dirigeants réformistes comme Kautsky ou Bernstein, et de publier l'ensemble des résolutions de l'Internationale. Bref, se placer sous la direction de l'Internationale communiste et se débarrasser de leurs éléments centristes. Il y a plus de la moitié des militants de l'USPD, donc le Parti social-démocrate indépendant, qui vont accepter ces conditions et qui vont entamer la fusion demandée avec le KPD. Donc, l'organisation communiste de quelques dizaines de milliers de militants, pas vraiment implantée dans la classe ouvrière, sans trop d'influence, devient tout d'un coup une organisation de masse avec des cadres ouvriers qui dirigent des syndicats entiers, qui presque ont dirigé des villes, enfin bon, un truc waouh, de fou quoi. Donc imaginez ça de quoi, quand vous êtes un militant de l'époque, vous faire tourner la tête. Vous êtes un militant du KPD, vous avez vécu la guerre mondiale, vous avez vécu les combats de rue, la chute de l'Empire, les massacres par les corps francs. Vous avez fait confiance pendant 1 an à votre direction qui vous disait d'attendre, que là vous étiez pas assez fort pour prendre le pouvoir. Et là, bim, vous avez la plus grosse grève de l'histoire que vous avez jamais connue. Et vous avez plus de 300 000 militants expérimentés qui vous rejoignent en à peine quelques semaines avec l'envie d'action et de faire la révolution. Bon bah ça y est, c'est bon, on va gagner quoi. Enfin, il faut y aller, c'est parti. Bon, alors la grève elle est quand même finie depuis des mois. L'ambiance de la classe ouvrière elle est pas au soulèvement, mais la direction du KPD, sous la pression encore une fois un peu de cette ambiance gauchiste, sous la pression de délégués de l'Internationale communiste, eux aussi gauchistes, qui leur disent ah là, la Russie, elle est en train de mettre en place la nouvelle politique économique, de remettre le capitalisme en Russie. Pour empêcher ça, il faut faire la révolution, allez-y. Sous-entendu, sauvez la Russie, quoi. Prenez le pouvoir. Et bah, ils se disent que c'est criminel de laisser passer une telle occasion. Bref, il faut aller à l'offensive. C'est ce qu'on va appeler la mise en place de la théorie de l'offensive. Voilà. Si t'es pas communiste, si tu vas pas à l'offensive. Bon. Ce sentiment, il existe peut-être dans la tête de certains militants, mais il n'existe pas dans la classe ouvrière. Et donc cette espèce de direction néo-gauchiste, c'est pas totalement les mêmes, mais ils sont quand même gauchistes, du KPD, imagine qu'il faut carrément organiser de faux attentats contre des représentants communistes pour activer le terme, c'est ça le terme, les masses. Le 20 mars 1921, la presse du parti va jusqu'à publier un éditorial titré, et franchement c'est incroyable, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, un mot aux ouvriers sociaux-démocrates et indépendants. » La classe, enfin, franchement, c'est-à-dire que là, ils s'engagent dans une série de grèves où en fait les communistes vont voir les autres ouvriers et disent « Si tu fais pas la grève avec moi, tu es un traître, tu es un agent de la bourgeoisie et donc j'ai le droit de te tabasser. » Et donc ils se mettent devant les usines, ils bloquent la porte des usines, ils prennent des flingues, ils vont menacer les gens pour dire « Fais grève. » Enfin, vous imaginez le truc complètement fou. Ça va être une débâcle totale. La majorité de la classe ouvrière ne suit pas. En fait, la majorité des ouvriers communistes eux-mêmes ne suivent pas ce truc. Et ce coup de mars 1921, qu'on va appeler finalement l'action de mars, et qui va s'apparenter aux yeux des masses, mais bon, pas totalement faux non plus, comme une tentative de coup d'État, va être dénoncé comme tel par les autres organisations social-démocrates. Et ce coup, il est préparé sans lien réel avec le mouvement des masses, et il va échouer pitoyablement, faute de soutien à la classe ouvrière et de la participation consciente de celle-ci. L'influence du KPD, qu'elle venait pourtant de constituer, s'effondre. Il va perdre plus des 2/3 de ses militants. Ses dirigeants, ils sont emprisonnés. Et tous les ouvriers sociodémocrates indépendants qui n'avaient pas rejoint le Parti communiste mais qui hésitaient, ils décident de rejoindre le Parti social-démocrate, vraiment des gros traîtres, quoi. Ceux qui sont au gouvernement, qui organisaient la répression, ils décident, hop, on les rejoint eux parce qu'ils ont l'air moins fous que les communistes.
Donc vous imaginez, vous êtes en Russie, vous êtes Lénine, Trotsky, vous voyez ce qui vient de se passer, vous vous dites c'est quand même un peu préoccupant là, la situation en Allemagne. Le désastre, il démontre l'immaturité des partis communistes européens. Et donc il faut acter une nouvelle orientation pour empêcher une déroute qui est totale. Le 3e congrès de l'Internationale communiste en 1921, il va être l'occasion d'une lutte politique entre les partisans de ce qu'on va appeler le Front unique et les gauchistes. L'heure pour Lénine Trotsky, elle est plus à la scission pour former des organisations communistes en pleine vague révolutionnaire. Il faut partir à la conquête des masses dans un contexte de stabilisation et renforcement du capitalisme en Europe. Cette nouvelle orientation, elle va prendre le nom de Front unique. Mais qu'est-ce que c'est ? Déjà, il faut partir, encore une fois, des données de la situation. C'est la première fois de l'histoire que la classe ouvrière, elle est profondément divisée politiquement entre réformistes et communistes. Il n'y avait jamais eu ça vraiment avant. Cette division, elle pèse forcément sur les capacités de lutte de la classe ouvrière. Impossible, ne serait-ce que de faire une grève si les communistes ou sociodémocrates y refusent de participer. Les ouvriers, ils le comprennent bien, ils se disent y a un quart d'ouvriers influencés par les communistes dans mon usine, la moitié par les sociodémocrates. S'il y a un quart qui refuse de participer à la grève ou la moitié qui refuse de participer à la grève, on va pas s'en sortir. Donc pourquoi est-ce que moi je ferais grève ? Alors que c'est un moment où la bourgeoisie, elle a multiplié les attaques. Seule une classe ouvrière unie est capable de résister. Alors comment réaliser cette unité ? Les sociodémocrates, ils sont pas prêts à se battre pour un pouvoir ouvrier hors de la légalité bourgeoise. Voilà, c'est ça leur ADN. Mais ils sont prêts quand même à se battre pour conserver leur pain quotidien, pour se défendre face aux patrons, face aux bandes d'extrême droite, pour leurs droits démocratiques. En proposant aux masses social-démocrates de se battre pour ces objectifs partiels, les communistes, ils peuvent réaliser l'unité de la classe ouvrière dans la lutte. C'est dans la lutte que les ouvriers ils prendront confiance en leurs forces, qui se confronteront aux limites imposées par la société bourgeoise et aux trahisons potentielles et futures des dirigeants ouvriers réformistes. En luttant côte à côte avec les ouvriers sociodémocrates au sein de la classe ouvrière, il ne s'agit pas de plumer la volaille, comme le comprennent certains gauchistes, notamment en France. Mais il s'agit d'une tactique visant à augmenter le niveau général de conscience de la classe ouvrière, et ça ne peut qu'être positif pour les communistes sur le long terme. Évidemment, une telle politique est jugée inacceptable pour les gauchistes de l'Internationale communiste. Celle-ci nécessitant en effet que les communistes s'adressent non seulement aux ouvriers sociodémocrates du rang, mais aussi à leur direction, dans l'objectif de passer des accords de lutte. Parce que si tu passes pas de direction avec les chefs sociodémocrates, les ouvriers, ils vont pas bouger. S'il s'agissait seulement de s'adresser aux ouvriers en disant « on s'en fout de ton chef, rejoins-nous », ça on verra, c'est ce que feront les staliniens plus tard. La révolution, elle serait en fait assez facile, il suffirait, vous imaginez. Donc, non, les communistes, ils doivent, y compris, faire des cadres d'alliance avec des blocs, sur des objectifs partiels, avec les chefs sociodémocrates, y compris les anciens traîtres. Mais ça veut pas dire que les communistes, ils doivent abandonner leur propagande ou leur analyse de la situation. C'est pas parce qu'on s'allie avec des sociodémocrates qu'on abandonne la perspective de prendre le pouvoir et qu'on arrête de critiquer ceux-ci quand ils trahissent les ouvriers, même si une telle critique est souvent insupportable pour les bureaucrates. Bien au contraire. Non seulement on n'abandonne pas la politique indépendante, mais on la renforce comme ça. La lutte politique au sein de l'Internationale, elle est rude. Les gauchistes, ils sont nombreux et ils se permettent même de traiter Lénine et Trotsky d'opportunistes et de droitiers. On est loin de l'Internationale du temps de Staline, où celle-ci ne sera qu'une chambre d'enregistrement des consignes de la bureaucratie soviétique. L'Internationale de Lénine et Trotsky, elle est vivante et démocratique, et c'est difficilement que les partisans du Front unique vont obtenir la majorité. Et donc, l'ensemble des partis communistes vont finir par s'engager dans cette nouvelle politique. Cette victoire politique des partisans du Front unique va offrir aux partis allemands la possibilité de s'adresser à nouveau aux masses ouvrières, alors que la situation se tend rapidement dans le pays. En effet, la crise de 1923, elle approche, et la crise de la Ruhr, pour ceux qui connaissent, et les capitalistes s'attaquent violemment aux conditions de vie des ouvriers. Le KPD, dans cette situation qu'on ne va pas développer parce que ce n'est pas l'objet du topo, il va devenir le champion de l'unité ouvrière et prendre la tête de nombreux conseils ouvriers ou sections syndicales. Il entraîne avec lui des bouts du Parti social-démocrate indépendant. Il entraîne des centaines de milliers d'ouvriers dans des grèves contre les licenciements et les baisses de salaire. Dans la constitution systématique de conseils ouvriers et de milices, qu'ils appellent les centuries, sur l'ensemble du territoire. En Allemagne centrale, dans la Saxe et la Thuringe, les communistes ils vont jusqu'à constituer des gouvernements, avec la social-démocratie de gauche, dans l'optique de désarmer les bandes d'extrême droite et armer les ouvriers.
Voilà, des gouvernements, c'est pas des gouvernements soviétiques, hein, c'est des gouvernements bourgeois dans lesquels on a des communistes et des sociodémocrates de gauche. C'est la première fois dans l'histoire que ça arrive. Ça mérite qu'on en rediscute dans la discussion. Mais je développe pas pour vous donner envie. En quelques mois, le KPD, il redevient une organisation de masse au sein de la classe ouvrière. Et à la veille de l'octobre 1923, tout le monde s'attend à une révolution ouvrière dirigée par les communistes. Malheureusement, pour des raisons que nous n'allons, comme j'ai dit, pas décrire ici, il faudrait un autre topo, la révolution allemande, elle échoue sans combat. La défaite va avoir des conséquences tragiques alors qu'elle s'effectue au même moment que la mort de Lénine et que le développement de la bureaucratie en Union soviétique. Bureaucratie qui va abandonner rapidement, comme ça va être décrit par Anaïs, la politique de Freunig. Ouais. Effectivement, suite à la mort de Lénine, l'internationale communiste, elle va se bureaucratiser de plus en plus. Donc là, on change totalement de théorisation. Ce qui est mis en place par Staline notamment, c'est le fait de théoriser qu'on va développer le socialisme dans un seul pays. Et ça va avoir des conséquences assez concrètes puisque ça va amener à plus défendre coûte que coûte l'internationalisation de la révolution. Donc ça veut dire que l'internationale communiste, elle a plus vraiment de boussole. Elle a plus, en tout cas pour boussole, la révolution communiste internationale. Et donc elle se retrouve à faire un certain nombre de zigzags et à prendre des virages un petit peu à 180 degrés, notamment pour chercher à conserver sa couche sociale qu'est la bureaucratie. Et ça va l'amener du coup à plusieurs épisodes de trahison très importants de la classe ouvrière. Donc, comme c'est le cas par exemple, mais on ne va pas le détailler ici, en rendant possible l'écrasement de la révolution chinoise en 1927, peut-être pour ceux qui ont suivi le topo hier, j'imagine que c'était dedans, pour maintenir une alliance avec le général Chiang Kai-shek. À partir de 1928, l'internationale communiste, elle va donc théoriser l'entrée dans une nouvelle ère qui est qualifiée de troisième période. Et donc, ils vont défendre la politique de classe contre classe. La troisième internationale, elle va théoriser qu'il y a une certaine forme de radicalisation des masses qui la pousse du coup à chercher, à agiter, à passer à l'action révolutionnaire. En réalité, cette nouvelle politique, elle s'appuie pas sur grand-chose, plutôt surtout sur les problèmes internes à la Russie. Staline, en réalité, il est en lutte à ce moment-là contre les paysans riches, donc les koulaks, et donc il cherche à se faire de plus en plus gauchiste pour essayer de faire oublier tous les tournants droitiers qu'il a pris ces dernières années. Trotsky va chercher bien sûr à combattre cette orientation, qui pense profondément erronée, et qui pourtant est suivie aveuglément par l'ensemble des partis communistes qui vont utiliser tout un tas d'exemples erronés pour justifier et pour suivre la politique du chef Staline. Cette théorisation, elle va mener à des erreurs très importantes et participer à isoler le KPD, qui, voilà, comme on l'a vu avant, pourtant réussissait quand même à regrouper beaucoup de monde à ce moment-là. Les militants socialistes et réformistes, ils seront traités par le KPD de social-fascistes. Les militants communistes allemands, au lieu de chercher à lutter contre le fascisme qui commence sérieusement à frapper à leur porte, ils vont passer plus de temps à tirer sur les socialistes qui, selon eux, sont leurs vrais ennemis. Pourtant, pendant que le KPD est occupé à taper sur la social-démocratie, le parti d'Hitler il va monter dans les urnes et dans l'opinion publique de manière assez fulgurante. Pour donner quelques chiffres, au moment des élections régionales de décembre 29, donc le parti d'Hitler, le NSDAP, il triple son score par rapport à l'année d'avant et il fait 11,3% des voix. Et ça, c'est que le début, puisque l'année d'après, au moment des élections du Reichstag de 1930, le KPD, de son côté, lui, va atteindre 1,3 million des voix. Le SPD, lui, perd un petit peu en influence. Et de l'autre côté de l'échiquier politique, le parti d'Hitler, le NSDAP, il va réussir à atteindre 5,6 millions de voix. Ce qui en fait quand même la deuxième force politique du Reichstag avec 107 sièges. Le KPD, au lieu de constater l'importante percée et progression du NSDAP, il va surtout se réjouir de son propre score, du coup en ignorant la percée du parti hitlérien. En fait, le gros problème qu'il y a, c'est que l'attitude de la direction quand même du KPD, elle démontre qu'il y a une incompréhension totale du danger que représente le NSDAP. Les communistes, ils utilisent quand même le terme fascisme à tort et à travers. Ça sert pour la direction du KPD à qualifier quasiment tous les autres partis qui sont présents au Parlement, ce qui en fait revient quand même un petit peu à masquer la particularité que représente le parti nazi. Pour le KPD, la lutte contre le fascisme, c'est tout autant une lutte contre le SPD que contre le parti nazi, ce qui évidemment pose plein de problèmes. C'est donc la thèse du social-fascisme dont je parlais avant, de l'internationale communiste, qui sert d'appui théorique à cette attitude. Et donc ça rend tout travail commun entre le SPD et le KPD totalement impossible. Donc évidemment, on le voit, le KPD, ils ont une politique assez terrible, mais bon, de l'autre côté, le SPD, ils font pas tellement mieux, hein, bien sûr.
Le chef du SPD, qui s'appelle Otto Wels, il explique à l'époque, je le cite, « Le bolchevisme et le fascisme sont frères, ils se fondent sur la violence, sur la dictature, puissent-ils encore se prendre pour des socialistes et des radicaux ?» Bon, ça donne un bon ordre d'idée de l'ambiance à l'époque quand même. Le KPD, lui, donc, il refuse de travailler avec les sociaux-démocrates jusqu'à ce que, de toute façon, la question, elle se pose plus vraiment et elle puisse plus trop se poser, puisque le NSDAP finit par prendre le pouvoir, mais bon, ça, vous le savez. Et donc, ce qui nous intéresse un peu, c'est que face à cette politique menée par le KPD, Trotsky, il cherche à proposer autre chose, à opposer la possibilité d'appliquer le front unique, du coup. Un front unique qui aurait quand même permis au KPD de pouvoir démontrer aux ouvriers proches du KPD qu'il était possible de mener une réelle politique antifasciste. Et pour en faire la preuve, il fallait mener une activité politique commune avec les ouvriers très influencés par le SPD, qui est quand même très très important à l'époque. Trotsky, en 1931, il écrit, je le cite, « Il faut se retourner contre le fascisme en formant un seul front. Il faut montrer dans les faits le plus grand empressement à conclure avec les sociaux-démocrates un bloc contre les fascistes partout où ils sont prêts à adhérer à ce bloc. Quand on dit aux ouvriers sociaux-démocrates « abandonnez vos chefs et rejoignez notre front unique en dehors de tout parti », on ne fait qu'ajouter une phrase creuse à des milliers d'autres. Effectivement, les ouvriers sociaux-démocrates, ils vont pas quitter leur organisation puisque pour l'instant, ils en sont quand même convaincus. Il faut savoir détacher les ouvriers de leur chef dans l'action, et l'action maintenant, c'est la lutte contre le fascisme. Il ne fait aucun doute qu'il y a des ouvriers sociaux-démocrates prêts à se battre contre le fascisme au coude à coude avec les ouvriers communistes, et cela indépendamment même contre la volonté des organisations social-démocrates. La majorité écrasante des ouvriers sociaux-démocrates veut se battre contre les fascistes, mais pour le moment encore uniquement avec son organisation, donc le SPD. Il est impossible de faire sauter cette étape. Nous devons aider les ouvriers sociaux-démocrates et vérifier dans les faits, dans une situation nouvelle et exceptionnelle, que valent leurs organisations et leurs chefs quand il s'agit de la vie ou de la mort de la classe ouvrière. Bon, la politique du Front unique, s'adressant aux militants ouvriers du SPD, notamment le fait de proposer des actions communes, de combattre le fascisme dans la rue, par des manifestations, potentiellement par des grèves, en fait, ça aurait été la seule politique possible pour permettre de gagner vraiment contre le fascisme. Les sociodémocrates, évidemment, c'était des traîtres qui cherchaient à faire échouer toute tentative de révolte, en cherchant à canaliser, évidemment, dans les urnes, mais le fascisme, il cherchait quand même à écraser toute organisation ouvrière. Donc, ce qu'il fallait, c'était chercher à le combattre ensemble, tout en étant toujours délimité politiquement. En gros, appliquer la formule de frapper ensemble et marcher séparément. Bon, évidemment, c'est pas ce qui a été fait. L'autre petit souci qui va se poser quand même par la suite, c'est que face à cette montée en puissance du fascisme en Europe, l'internationale communiste, elle va prendre un nouveau tournant. Suite à l'exemple du Front populaire en France, elle va se mettre à soutenir des alliances électorales, non seulement avec des organisations socialistes ou réformistes, mais aussi avec des partis bourgeois, en prétendant que du coup, c'est maintenant la seule manière de combattre le fascisme. Donc là, on voit encore un énième zigzag de l'internationale communiste, qui après avoir défendu du coup le front unique, la politique de la troisième période avec la théorie de classe contre classe, se retrouve à défendre des alliances électorales interclassistes et sans perspective réelle de lutte pour la classe ouvrière. La réalité derrière cet énième revirement, c'est qu'en réalité, en 1934, les préoccupations de Staline, elles ont changé. On est face à une possible attaque de l'URSS par l'Allemagne nazie, et donc il cherche des alliés auprès des démocrates bourgeois, comme la France et l'Angleterre. Donc en 1935, Staline et Laval, ils signent un pacte d'assistance mutuelle, et donc ce virage à 180 degrés, c'est ce qui explique l'intégration du Parti communiste dans une alliance électorale regroupant la SFIO et le Parti radical bourgeois, du coup dans le Front populaire. L'alliance électorale et politique, elle va finalement pousser les communistes à se compromettre, à semer évidemment tout un tas d'illusions dans la tête de la classe ouvrière qui vont finir par renforcer l'idée et l'illusion qu'un combat est possible contre le fascisme dans les urnes. En fait, cette collaboration de classe, elle va évidemment affaiblir la classe ouvrière. En 1936, mais pareil, je pense que ça, on a beaucoup discuté l'année dernière. En 1936, en France, la trahison du Front populaire, elle est violente. Le programme du Front populaire, il est signé par le Parti communiste sans réelle participation au gouvernement. Très vite, dans l'année de 1936, il va y avoir des grèves très importantes qui vont éclater pour obtenir des congés payés, la baisse du temps de travail, des meilleures conditions de vie. Et face à ça, la bourgeoisie, elle flippe et donc elle lâche d'importantes concessions pour éviter d'être renversée par la vague révolutionnaire. Le Parti communiste, du coup, qui participe au Front populaire, il appelle à conclure la grève. Et c'est à ce moment-là que Thorez, donc le chef du Parti communiste à l'époque, il prononce sa fameuse phrase « Il faut savoir terminer une grève dès que satisfaction est obtenue ». Alors qu'on a une période où on pourrait bien sûr aller bien plus loin que ça. Une fois que la grève elle est terminée, la bourgeoisie elle va réussir à reprendre ce qu'elle a donné sous la pression, et bien plus encore d'ailleurs, au point où
l'Assemblée qui est issue des élections de 1936, c'est elle qui votera les pleins pouvoirs à Pétain en 1940. Donc, pour autant, ce qui, je pense, est important peut-être à comprendre, c'est que l'impasse des fronts populaires, elle ne se situe pas dans le fait que c'est une alliance électorale, qui, dans l'absolu, peut se poser tactiquement à un moment précis. En fait, ça réside dans un problème politique. Le souci, c'est la compromission des organisations communistes qui se mettent soudain au service de la bourgeoisie, en appliquant son programme, en cherchant à faire terminer des grèves, comme c'est le cas. Et c'est ça qui en fait réellement une trahison. Le fait de ne pas chercher à proposer une politique indépendante à la classe ouvrière sur le terrain des luttes, alors qu'il y a une grève générale qui explose, c'est bien cet élément-là qui est criminel. D'ailleurs, cette politique de compromission, elle va se produire pas seulement en France, elle se produira dans différentes circonstances et pas uniquement sur le plan électoral. Je vous parlais de la Chine tout à l'heure, pour donner quand même un tout petit exemple. Le Parti communiste chinois, il va suivre et pas contester la politique du Kuomintang, organisation nationaliste derrière laquelle il s'est rangé pour des raisons tactiques, et il va donc écraser la révolution chinoise et massacrer de nombreux ouvriers et paysans. Le problème de fond, c'est bien la politique suiviste et le fait qu'à aucun moment, le Parti communiste chinois il ait cherché à proposer une politique au prolétariat. Et c'est bien ça le problème, et c'est bien ça qui va être criminel. Donc encore une fois, on voit bien que le problème, voilà, c'est pas tant d'ordre d'alliance électorale, mais c'est un problème politique. Ces exemples-là, ils montrent qu'effectivement, voilà, ce problème, c'est celui-ci, pardon, je me répète là. D'ailleurs, à certains moments, le Front unique il pourrait aller jusqu'aux élections à condition d'en respecter un peu certains critères, quoi, pour rester indépendant, continuer à proposer une politique et à entraîner derrière soi des travailleurs avec des objectifs précis. Bon, peut-être pour parler un petit peu d'aujourd'hui, on nous resserre quand même un peu, cette dernière année notamment, la nécessité d'un sort de front unique, de front populaire contre le fascisme qui serait à nos portes. Qu'est-ce que nous on dit face à ça ? Déjà, pour pouvoir un peu discuter de ça, il faut légèrement analyser la période dans laquelle on est. Nous, ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est une offensive de la bourgeoisie, un renforcement de l'extrême droite, une offensive de la bourgeoisie au sens de, voilà, elle applique tout un tas de mesures antisociales, les licenciements, l'inflation, etc. Un renforcement de l'extrême droite institutionnelle qui gagne du terrain, Trump, Meloni, Orban, la percée de l'AfD en Allemagne aux dernières élections, le RN en France. Bon, en gros, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une montée des idées réactionnaires, mais que c'est pas le fascisme. Je ne détaille pas ici, parce que c'est pas le sujet du topo, mais on pourra y revenir si nécessaire. Donc, c'est en gros, il y a un rapport de force clairement défavorable à la classe ouvrière face à la bourgeoisie aujourd'hui. Ça, c'est un peu la situation dans laquelle on est. Pour autant, face à ces offensives de la bourgeoisie, notre camp social il se bat quand même partout dans le monde ces dernières années. Pour donner quelques petits exemples, mais aux États-Unis, il y a eu quand même une grosse grève de 25 000 grévistes dans l'automobile. On a connu en 2020-2021 la plus grande grève générale de l'histoire en Inde avec 250 millions de travailleurs. Au Bangladesh, l'été dernier, les mobilisations et les manifestations, elles ont quand même fait chuter le gouvernement. On a un mouvement de solidarité avec le peuple palestinien qui dure quand même depuis maintenant plus d'1 an. Les manifestations de masse qu'on a pu connaître contre la réforme des retraites au printemps 2023, etc. etc. Là, évidemment, je donne que quelques exemples. Donc ça veut dire que face à cette situation, malgré le rapport de force qui, encore une fois, est défavorable à la classe ouvrière, il y a quand même des mobilisations et des réactions. Dans cette situation, là, ça veut dire que la classe ouvrière et la jeunesse, elles sont quand même loin d'être à genoux, et donc on pense qu'il y a nécessité de se battre et d'être mobilisé de manière unitaire dans la rue. Pourtant, malgré ces coordonnées quand même de la situation, ce qu'on nous a proposé aux dernières élections, c'est une alliance électorale qui a réveillé le Parti socialiste et semé des illusions dans la tête de tout un tas de gens, pensant que c'était possible de combattre l'extrême droite, voire le fascisme du coup, dans l'analyse de certains, par les urnes, et absolument aucune réponse de rue. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quand même eu très peu de manifestations proposées à la période des législatives l'année dernière. Le nouveau Front populaire et les alliances électorales qui existent, c'est pas du tout le Front unique ouvrier, mais c'est une coalition électorale de gauche dans laquelle il y a des partis bourgeois, donc un piège pour les travailleurs. Pour nous, c'est quand même une grosse erreur d'analyse, et dans tous les cas, surtout, ça sème des illusions très très importantes dans la tête des gens. Ça crée des illusions, un effet contradictoire qui donne le crédit des partis révolutionnaires, des partis des travailleurs, aux réformistes, qui de toute façon finiront, et on l'a vu quand même à plusieurs reprises dans l'histoire, toujours par trahir. Donc aujourd'hui, on pense qu'il faut combattre par la rue, par les mobilisations, toutes ces idées-là. Et les alliances électorales, au-delà d'être tout sauf le front unique, ça renforce surtout la gauche réformiste. C'est quand même vachement vu avec le Parti socialiste au courant de cette année quand même. Pour autant, voilà. Est-ce que la logique de front unique, elle reste toujours d'actualité aujourd'hui ? Nous, on pense que oui, parce que c'est une question tactique qui peut permettre de faire progresser la conscience de classe, d'obtenir des victoires ou de faire des expériences.
Évidemment, on dit tout ça en étant quand même assez clair que ça se fait dans un contexte très très différent de ce qu'on a décrit durant le topo, et donc très différent de quand le Front unique a été théorisé. Évidemment, les organisations révolutionnaires, elles n'ont plus du tout le même poids, mais d'ailleurs les organisations réformistes non plus, Mathilde donnait les chiffres tout à l'heure. C'est quand même extrêmement différent, on est beaucoup plus petit. Et on peut aussi par ailleurs, aujourd'hui, questionner la nature ouvrière des organisations réformistes. Donc évidemment, c'est différent par la taille, mais aussi du coup par l'influence qu'on peut avoir pour s'adresser, pour chercher à interpeller. Bon, par exemple aujourd'hui, interpeller la direction de la CGT. Bon, ça serait pas très convaincant ni pour la direction de la CGT par rapport à ce qu'on pèse, ni d'ailleurs réellement pour les travailleurs, quoi. Et donc c'est pas pour rien si on trouve dans les écrits des thèses de l'Internationale communiste, donc dans les thèses adoptées sur le Front unique, par le 3e congrès de l'Internationale communiste, l'idée que le Front unique, c'est avant tout une tactique. Donc là, je cite, « Là où le Parti communiste représente une force massive, où son influence s'étend au-delà des cadres de ses organisations propres de parti, sur les larges masses ouvrières », Trotsky répète cette idée dans son texte de 1922, où il écrit « Dans le cas où le Parti communiste ne représente encore qu'une minorité numériquement insignifiante, la question de son attitude à l'égard du front de la lutte de classe n'a pas une importance décisive. Dans ces conditions, les actions de masse seront dirigées par les anciennes organisations qui, en vertu de leur tradition encore puissante, continuent à jouer le rôle décisif. » Pourtant, c'est pas parce que le Front unique de l'Internationale communiste, il n'est pas possible aujourd'hui au sens d'une politique qui vise à l'unité d'une classe ouvrière divisée politiquement entre deux courants d'influence plus ou moins équivalents, donc à l'époque les partis communistes qui sont très nombreux et les partis réformistes qui sont très nombreux, et dont la division paralyse la classe ouvrière. C'est pas parce qu'on n'est pas dans cette situation-là que les révolutionnaires ne doivent pas se poser la question de quelle politique unitaire et de comment chercher à regrouper des secteurs combatifs pour en entraîner d'autres et comment chercher à se lier à d'autres milieux que le nôtre. La question, elle se pose d'ailleurs à plusieurs niveaux et sous bien des aspects. Nous, on pense qu'on a raison de participer et d'impulser des cadres unitaires avec d'autres organisations de gauche notamment, à partir du moment où ces cadres unitaires ne nous empêchent pas de porter notre politique. Voire qui nous permettent d'ailleurs des fois de prendre des contacts et d'amplifier notre portée. C'est notamment ce qu'on a cherché à faire, je vous donnerai un exemple, mais avec la question de l'interorga Palestine, qui cherchait à trouver des partenaires pour affirmer une position commune de soutien à la Palestine en indépendance des courants nationalistes bourgeois et à assurer l'existence de manifestations de rue en luttant parfois contre les arrêtés d'interdiction jusque dans les tribunaux bourgeois. Et donc par cette orientation au sein de la mobilisation palestine et par la mobilisation des forces, nous, du NPA révolutionnaire, on est devenu aujourd'hui une composante modeste, certes, mais reconnue du mouvement Palestine. On a une politique qui est identifiable, nos cortèges ils ont été rejoints par de nombreux manifestants qui ne sont pas au NPA révolutionnaire et qui comprennent nos orientations. Et ce cadre-là, il est important parce qu'il nous a permis quand même d'impulser des collectifs de solidarité dans les lieux de travail, je pense par exemple à Soignants pour Gaza, dans les lieux d'études, voire dans les lycées. Et pour nous, c'est un peu le même état d'esprit sur les interorgas jeunes qui ont permis, par exemple, d'appeler à la date de mobilisation qu'on avait fait en décembre sur la Palestine. On s'est regroupé avec des organisations de jeunesse réformistes comme la France Insoumise, les syndicats étudiants, etc., mais sur nos propres mots d'ordre. Dans les luttes, au-delà de ça, on peut aussi chercher à organiser des assemblées générales, des comités de grève, des organes qui sont nécessaires à la démocratie ouvrière, mais qui peuvent aussi servir de petits cadres de front unique, à condition que ceux-ci soient suffisamment forts pour essayer d'entraîner d'autres forces politiques ou syndicales. À l'étape où on se situe, seules des équipes de travailleurs en lutte, organisées dans leur comité de grève ou parfois dans des collectifs capables d'en appeler à d'autres, sont en mesure de vraiment tordre le bras aux bureaucraties syndicales et réformistes. Mais au-delà de ça, et c'est sur ça qu'on voulait chercher un peu à conclure la discussion, au-delà du Front unique, il y a aussi une idée sur laquelle on voulait conclure, c'est la question du pôle des révolutionnaires, de ce qu'on cherche aussi aujourd'hui dans la période pour faire face aux offensives. On cherche à regrouper les révolutionnaires. Alors certes, c'est pas le Front unique, mais c'est une manière de chercher à construire le parti communiste révolutionnaire dont on a besoin et qui pourrait être davantage le moyen de s'adresser aux autres organisations réformistes et surtout à la majorité de la classe ouvrière. Et on disait au moment du congrès, qui était il n'y a pas si longtemps, là, en parlant de la politique sur les licenciements, sur comment on lutte face à ces licenciements qu'on connaît, on disait qu'effectivement, il fallait chercher à regrouper. Et donc là, je vais citer la déclaration de fin de congrès, parce que je pense qu'effectivement, elle le dira mieux que ce que j'avais cherché à formuler. On disait à ce moment-là, aucune organisation révolutionnaire n'a à elle seule les moyens de le faire, donc de regrouper la lutte contre les licenciements. Raison de plus pour qu'elle s'efforce d'agir ensemble, de se regrouper. À un moment où les partis de gauche et les directions syndicales sont aux abonnés absents, non seulement ce pôle acquerrait un contenu visible et pourrait rapidement gagner en influence en proposant une politique offensive aux travailleurs,
Le NPA révolutionnaire n'est pas une fin en soi. Nous sommes convaincus que nous sommes qu'une branche d'un futur parti communiste révolutionnaire des travailleurs et des travailleuses. Tous nos efforts sont tournés vers cette perspective que partagent de nombreux autres militants en France et dans le monde. C'est conscient de cette situation que nous affirmons notre volonté d'œuvrer à la construction du pôle des révolutionnaires. Les flux et les reflux de l'activité du prolétariat ne dépendent pas de nous, mais il nous appartient de refuser l'émiettement des courants communistes révolutionnaires. Loin de la recherche d'une unité de façade, nous pensons que des interventions communes décupleront le moral et les chances de succès des travailleurs pour les luttes à venir. C'est le creuset où pourrait se forger une direction révolutionnaire, une perspective à défendre sur tous les terrains, y compris lors d'échéances électorales à venir. Nous, on pense que ces phrases sont plus que jamais d'actualité. Merci beaucoup.